Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur les bonnes pratiques de démarrage de votre Firebox virtuel. Je suis Jérémy Schramm, ingénieur avant-vente chez WatchGuard France, et dans cette vidéo, je vais vous présenter les quelques étapes fondamentales pour bien démarrer dans l'écosystème WatchGuard. Alors, pour le démarrage de cette maquette, nous allons avoir besoin de quelques éléments indispensables. Le premier de ces éléments est la clé de fonctionnalité qui va donc nous permettre d'activer notre Firebox WatchGuard. Le deuxième élément, c'est un ensemble de logiciels et notamment des OVA dont on va avoir besoin pour démarrer notre labo dans un hyperviseur. Ensuite, on va faire un très rapide tour des ressources qui sont disponibles de façon à ce que vous puissiez continuer à découvrir un certain nombre d'aspects sur l'écosystème WatchGuard. Et enfin, un hyperviseur qui va donc supporter notre labo. La clé de fonctionnalité que vous avez récupérée ressemble à peu près à ceci. Cette clé est composée d'un numéro de série qui apparaît tout en haut, qui va être propre à chaque licence, d'un champ modèle donc qui va décrire le type de produit, donc ici des Firebox virtuels par opposition à des Firebox physiques ou cloud dans d'autres cas. Et puis, on va avoir un certain nombre de champs marqués features qui vont donc correspondre aux éléments d'activation des différents services de sécurité. Donc, comme ici, l'application control qui expirera le 22 septembre 2028. Ici, une version trial pour l'APT blocker qui expirera également le 22 septembre 2028. Et puis, des fonctionnalités non plus associées à une date d'expiration, mais à une limite de service, une limite fonctionnelle, une date d'expiration globale pour l'ensemble du produit et enfin une signature qui viendra boucler cette clé de fonctionnalité. Donc, c'est du texte, vous penserez à ne pas oublier la première et la dernière ligne, sinon vous aurez des problèmes d'activation. Pour la récupération des logiciels, vous prendrez soin de vous rendre sur le site software.watchguard.com, sur lequel vous n'aurez pas besoin de vous authentifier. Et donc, vous pourrez y récupérer les versions logicielles, les versions d'OS pour le boîtier, les mises à jour, etc. Le WSM, qui est un client lourd qui servira à la gestion du boîtier. Dimension, qui est le serveur de logging et de reporting que nous allons utiliser donc pour suivre l'activité de nos boîtiers. Des clients VPN et des agents et des clients SSO, donc pour finir une interaction possible avec un Active Directory. En termes de ressources, vous aurez l'essentiel des éléments dans le Learning Center, donc une fois connecté sur votre portail WatchGuard. Dans la section Training, vous pourrez donc accéder à un ensemble de cursus de formation et de documentation et de support de cours qui vous accompagneront dans cet apprentissage du joyeux monde de WatchGuard. Vous avez également la chaîne YouTube de WatchGuard France sur laquelle, dans la section Playlist, vous pourrez trouver donc un certain nombre de listes préétablies avec notamment des replays de webinaires et une section tuto dans laquelle vous pourrez trouver des éléments détaillés sur la mise en œuvre de certaines fonctionnalités. L'hyperviseur que nous allons utiliser dans ce labo, c'est donc un ESX. L'autre hyperviseur supporté, c'est bien entendu Hyper-V de Microsoft. Si vous avez besoin, ça fonctionnera, votre Firebox V fonctionnera également dans d'autres types d'hyperviseurs, même s'ils ne sont pas supportés. Et donc aujourd'hui, on va faire du VMware Workstation. Notre maquette, c'est donc un VMware Workstation basé sur un Windows 10, enfin hébergé sur un Windows 10. Alors attention, il y a un défaut fonctionnel qui existe depuis un certain nombre de versions, qui ne semble pas tout à fait maîtrisé par VMware. C'est un défaut de fonctionnement dans lequel vous allez vous retrouver avec l'impossibilité de récupérer un bail DHCP si vous utilisez une interface Wi-Fi. Donc moi, je suis actuellement connecté sur un réseau filaire. Si vous tombez sur le problème, c'est tout simple, hein. Dans la VM, vous viendrez configurer un adressage IP correspondant à ce qui aurait dû être obtenu en DHCP. Ça règle le problème dans pratiquement tous les cas.
Donc pour démarrer mon Firebox V, je vais venir dans File, Open et je vais venir chercher cette OVA que j'ai récupérée donc à l'adresse software.watchguard.com. Je clique sur Ouvrir, je valide les termes et conditions, je fais suivant, je change le nom de mon Firebox V pour une meilleure lisibilité. Ces paramètres réseau, on les configurera plus tard et on va faire import. Dans ce laboratoire, j'ai donc déjà un serveur virtuel qui est ici, qui s'appelle AD Server, qui est en DHCP et sur lequel j'ai déjà installé le WSM, WatchGuard System Manager, que j'avais donc précédemment indiqué dans la partie logicielle. Je vais démarrer mon Firebox virtuel, mais juste avant ça, je vais aller éditer les paramètres de façon à configurer les aspects réseau. Ma première interface réseau, ce sera donc mon ETH0 dans ma VM que je vais laisser bridger sur donc, ma carte réseau filaire. C'est donc bien dans ce mode-là qu'il y a un dysfonctionnement sur VMware Workstation. Donc prudent si vous utilisez une connexion Wi-Fi. Ma deuxième interface, je vais l'associer à une interface custom qui s'appelle VMnet2. C'est l'interface, c'est le réseau virtuel sur lequel j'ai déjà raccordé mon serveur. Donc ici, serveur Windows. Si vous voulez utiliser un autre type d'OS, ça ne pose pas de problème, si ce n'est que le WSM est un produit qui fonctionne en écosystème Windows exclusivement. Et donc, vous voyez mon serveur ici qui est connecté à VMnet2. Je démarre donc ma VM. Et lorsque cette machine virtuelle va être démarrée, je vais donc me retrouver avec une config par défaut. La config par défaut est la suivante sur tous les WatchGuard. Il y a toujours deux ports qui sont configurés. Le port ETH0, qui est un port WAN, qui est configuré comme client DHCP, et un port ETH1 qui lui est configuré comme un port LAN et qui est serveur DHCP. Donc, si d'aventure vous avez l'occasion de mettre la main sur un boîtier physique, ce sont donc les deux premiers ports numérotés à partir de 0. Mon boîtier est démarré, il est serveur DHCP, et donc si je fais un ipconfig, je vais voir que ma machine a récupéré une config réseau en 10.0.1.2 avec un masque de classe C et une passerelle en 10.0.1.1 qui est donc l'adresse de mon Firebox V. Je vais venir ici, http s.10.1.1.2.80.80. Je vais passer outre l'erreur de certificat et me connecter ici pour le wizard d'installation avec l'un de ces comptes par défaut, en l'occurrence le compte admin, qui est un compte en lecture-écriture par opposition au compte status, qui est un compte en lecture seule. D'accord? Donc, admin. Read-write. Et je démarre ma config. Mon Firebox est en ligne puisque le port ETH0 est configuré. Je n'ai pas de raison de modifier cette interface. Élément vital, il faudra configurer ici au moins un serveur DNS de façon à ce que votre Firebox V puisse mettre à jour ses bases de signature et faire un certain nombre de requêtes. Ce serveur DNS peut être interne ou externe, ça ne pose aucun problème d'aucune sorte. Je vais laisser cette config par défaut qui me convient très bien et définir ici des mots de passe. Alors, vous devriez toujours utiliser des mots de passe forts et il est requis d'avoir des mots de passe compris entre 8 et 32 caractères. Donc attention à ne pas bâcler cette section mot de passe, c'est très important, c'est votre toute première ligne de défense. Il va s'appeler Firebox V Lab
Et ici, je décide d'envoyer des statistiques entièrement anonymes à WatchGuard pour avoir des informations sur le fonctionnement des services. La mise à l'heure du boîtier est importante, pas vitale, mais importante puisqu'on va jongler avec des certificats SSL et TLS et que simplement pour avoir des logs à la bonne heure, avoir des logs à la bonne heure, c'est quand même bien plus agréable pour travailler. Ici, je vais ignorer l'activation en ligne puisque mon boîtier n'étant pas un boîtier physique, je n'ai pas de numéro de série attaché au hardware de façon à commencer l'activation. Et je vais donc ajouter manuellement la clé de fonctionnalité que j'ai préalablement récupérée, la coller ici et faire suivant, ce qui permet au boîtier de s'activer, de me présenter les services, au moins une partie des services qui sont présents, me proposer une configuration par défaut du web blocker que, quoi qu'il arrive, je pourrais modifier a posteriori. Je vais passer outre. Ici, un récapitulatif de ma configuration. Et mon boîtier va démarrer, ce qui va me permettre d'accéder à sa configuration directement via l'interface web avec n'importe quel navigateur, sans aucun plugin requis. Donc en interface web ou via le client lourd que j'ai installé ici, et auquel cas je vais faire File, Connect to Device, utiliser le compte status par défaut qui est un compte donc en lecture seule, puisqu'on va travailler offline avec le WSM, ce qui apportera un certain nombre de fonctionnalités. Donc globalement, je vais utiliser pour la suite le WSM, mais les menus qu'on va voir existent également dans le client web. Donc je retrouve ici des informations sur le boîtier, date, heure, version, un état statistique avec quelques petits tableaux de bord et je vais pouvoir retrouver un certain nombre d'éléments de configuration. Je vais me déconnecter. Dans le WatchGuard System Manager, j'ai une vue avec un rafraîchissement assez espacé. Je n'ai pas vocation à travailler directement dans cette page. Au travers de ce menu, je vais pouvoir accéder à un certain nombre d'outils, soit par le biais d'un clic droit, soit par le biais des icônes qui sont ici, soit par le biais du menu outils qui est en haut. Ces outils sont les suivants. Le Policy Manager qui va nous servir donc à éditer la configuration du firewall. Le Firebox System Manager qui va nous permettre de suivre l'activité en temps réel du boîtier et donc nous permettre les diagnostics. Le Hostwatch qui est un petit tableau de bord qui nous permettra dans un certain nombre de cas de vérifier des connexions actives. Et puis le Log Manager donc, qui est l'ancêtre de Dimension qu'on va installer juste après. Donc, je vais lancer l'ouverture du Policy Manager. Je vais également lancer l'ouverture du Firebox System Manager. Donc là, je suis en édition offline. Le Firebox System Manager, c'est le premier outil que vous devriez ouvrir lorsque vous allez travailler sur un WatchGuard, puisque c'est lui qui va vous permettre de travailler en temps réel, de comprendre ce qui se passe sur le boîtier. Donc on a ici le premier tableau de bord qui est le front panel, le panneau avant. Donc tous les menus qu'on va voir, tous les onglets qu'on va voir ont une zone pour configurer le délai de rafraîchissement, donc soit ici en changeant la valeur, soit en utilisant le menu déroulant. J'aime bien les rafraîchissements rapides, donc souvent je mets 1 seconde. J'ai un état ici de mon boîtier avec l'état de mes interfaces. Les interfaces peuvent être en vert ici quand l'interface est active logiciellement et que quelque chose est branché dessus. Elles peuvent être noires lorsqu'elles sont configurées et que rien n'est branché. Elles peuvent être grises lorsqu'elles ne sont pas configurées. Ici, je n'ai que 2 interfaces, mais c'est parce que j'ai configuré uniquement 2 interfaces dans mon hyperviseur. Les cartes réseau viennent directement de la couche de virtualisation. Je pourrais également ici suivre l'état de fonctionnement de mes différentes connexions VPN, que ce soit du site à site ou des connexions VPN nomades. Le Traffic Monitor va me permettre de suivre l'activité en temps réel du boîtier au travers des logs. On a trois familles de logs représentées par 3 couleurs différentes. En bleu, on va avoir tout ce qui est système, donc
tout ce qui est démarrage du serveur, gestion centralisée, mise à jour des services, DHCP, modification de stratégie, l'état des clusters, etc., etc., etc. On aura en rouge des éléments qui sont refusés par le boîtier, que ce soit un refus explicite ou par absence de stratégie. Et puis, on aura également, on va en trouver plus bas, des éléments en vert. Ce sont des éléments qui ont été autorisés et journalisés. Ça a son importance, on va en parler dans quelques minutes. Donc ici, encore une fois, je peux changer ma valeur de rafraîchissement. Si c'est nécessaire, je peux ici faire pause pour arrêter le défilement. J'ai une zone de recherche ici qui va me permettre de chercher tout ou partie d'une information dans les logs, donc ici du DHC, mais je pourrais chercher une adresse IP ou un morceau d'adresse IP. Je peux chercher des expressions. Tout ça, c'est du plain text, donc je peux faire des recherches très facilement. Puisqu'on parle de recherche dans les logs, il y a deux éléments dans les menus qui sont importants à ce sujet, que je vais trouver dans File, Settings. Je peux ici modifier le nombre de lignes, de milliers de lignes de log qui restent en mémoire dans le cache de l'application. En fonction de la taille de votre infrastructure, il peut être intéressant d'augmenter ici la valeur. Je peux changer les couleurs, mais ça n'a pas grand intérêt. Et surtout, ici, je peux activer le filtrage de mes recherches au travers d'expressions régulières, ce qui permettra de faire des recherches encore plus complexes et efficaces dans ces logs. J'ai un tableau de bord qui va me donner la bande passante consommée par interface. Donc c'est du point de vue du WatchGuard en envoi et en réception, et ça va me permettre donc de suivre l'activité de bande passante, de consommation de bande passante. Je pourrais voir également la consommation de bande passante par stratégie de pare-feu. Ces éléments, on va les retrouver dans quelques minutes dans le Policy Manager. Ce sont l'ensemble des stratégies qui composent la configuration de mon pare-feu. Le status report va me permettre de suivre une activité plus logicielle de mon UTM. Donc j'aurai le nom du boîtier, le numéro de série, les versions de mes différents modules dans mon Linux, l'état CPU, charge CPU, charge mémoire, etc., etc., etc. Ici, les états mémoire et leur utilisation, des informations sur la configuration des interfaces, encore des états interfaces ici. Ici, sur le descriptif des interfaces, on aura le link status avec ce qui a été négocié en termes de vitesse, de duplex, etc., etc. Nous aurons également les tables de routage IPv4, IPv6, table ARP, l'état du multi-WAN, les baux DHCP, IPv4 et IPv6, les serveurs DNS utilisés, l'état des différents services de routage dynamique, de multicast, etc. Et puis des statistiques d'usage des différents proxys et enfin l'état des clusters. C'est une fenêtre Windows, c'est du plain text, donc on peut faire un CTRL F et profiter ici de la possibilité de recherche directement dans la fenêtre. L'onglet de la liste d'authentification vous permettra d'avoir ici l'ensemble des utilisateurs identifiés, que ce soit au travers d'un portail de connexion ou avec du SSO. On aura ici les utilisateurs connectés via des mobiles VPN et puis les utilisateurs de gestion actuellement connectés. L'onglet des sites bloqués nous listera les adresses IP qui ont été mises en liste de bannissement, que ce soit par une action automatique du boîtier lorsqu'on le met dans un mode agressif, ou suite à l'action d'un administrateur qui pourra, dans les logs directement, choisir une ligne, définir l'IP source ou l'IP destination, et puis décider de la bloquer. La durée par défaut de blocage, c'est 20 minutes. Cette durée par défaut peut être modifiée, et dans les cas de blocage automatique, on pourra avoir une valeur également plus importante pour se montrer plus agressif. On aura ici le tableau de bord des services de sécurité qui nous permettra de voir la version des bases de signature. Donc mon boîtier est tout neuf, il n'a pas encore eu le temps de se mettre à jour. Je pourrais forcer la mise à jour au travers ici du bouton Update.
le tableau de bord du contrôleur Wi-Fi, puisque tous les firewalls WatchGuard sont capables d'être contrôleurs Wi-Fi pour des bornes WatchGuard, donc on pourra suivre l'activité des points d'accès, des clients, etc., procéder à la mise à jour à un site survey et autres. L'onglet SD-WAN, donc qui nous permettra de suivre l'activité et surtout les métriques en fait des interfaces pilotées, surveillées par le boîtier, donc, en termes de latence, de perte de paquets et de gigs. On trouvera ici les actions de SD-WAN qui auront été associées. Ici, les actions de traffic management, donc la gestion de trafic pour la protection et ou limitation de bandes passantes. Et enfin, la possibilité de suivre l'évolution des quotas utilisateurs. Ça, c'était donc le Firebox System Manager. On a ici donc une configuration par défaut éditée dans le Policy Manager. La lecture de la config est très simple. On a ici l'ordre d'application des règles, sachant que par défaut, on est dans un mode de classement automatique que nous vous recommanderons d'utiliser le plus souvent possible. On a ici une colonne action avec des icônes qui vont nous représenter ce qui constitue les règles, les différentes stratégies de notre UTM. Alors, bouclier ici pour symboliser une action de proxy dans laquelle on va avoir des mécanismes très riches puisqu'on va contrôler la façon dont les protocoles sont mis en œuvre. Et puis, par opposition ici, ces coches vertes qui correspondent à des filtres de paquets, donc des stratégies qui sont plus simples, plus légères, mais dans lesquelles on aura moins de services de sécurité. On aura également ici l'indication de la journalisation de ces règles. C'est la présence de ce petit journal qui fait qu'on a des logs qui apparaissent en vert dans le traffic monitor. Sinon, les éléments autorisés ne sont pas logués. On aura ensuite le nom de la stratégie qui peut être ce que vous voulez tant qu'il n'y a pas d'accent et de caractères spéciaux. Je vous recommanderais quand même de travailler sur une nomenclature de ces stratégies. Ça facilite grandement le travail et notamment le travail en équipe sur les configurations des boîtiers. Le type de stratégie qui est à mettre en relation directement ici avec la colonne port, dans laquelle on va donc avoir les ports et les protocoles utilisés. Ce sont des objets ici qui existent déjà par défaut, donc il y a des proxys qui existent et des filtres de paquets qui existent pour tout un tas de services. Vous pouvez en créer et en recréer, même s'ils existent déjà, ça ne pose aucun problème. Ensuite, on a la source et la destination des flux. La source peut être beaucoup de choses. Ça peut être une IP, un pool d'IP, une range d'IP, une interface, une adresse d'interface, un FQDN, un wildcard, un utilisateur, un groupe. Ça peut être un mélange de tout ça et ça peut être un alias qui contiendrait tout ça également. On peut faire des choses très riches de ce côté-là. En destination, ce sera la même chose. On aura le même type d'objet, si ce n'est que, attention, on ne peut pas natter une communication vers un utilisateur ou un groupe. Donc notre colonne port qui est associée directement au type de stratégie. La colonne PBR, c'est un reliquat qui sert à assurer une rétrocompatibilité complète avec les anciennes versions. C'était un mécanisme de routage par stratégie qui permettait de contrecarrer, de contredire le comportement de routage par défaut du boîtier. Ça a été remplacé par ici la colonne SD-WAN dans laquelle on pourra faire du routage par stratégie et où en plus on pourra appliquer des mécanismes de contrôle de la qualité de la bande passante. Le contrôle d'application, donc qui est un service de sécurité qui est inclus dès la Basic Security Suite, qui permettra donc d'avoir des actions sur les applications indépendamment des règles de stratégie, indépendamment des ports, etc. Et un contrôle de localisation dans lequel on va agir à partir d'une base de connaissances des pools d'IP publics par pays. Enfin, la colonne tag ici, dans laquelle vous allez pouvoir définir des filtres par mots-clés de façon à pouvoir agir plus rapidement dans des configurations qui deviendraient un petit peu importantes. Alors, il y a 3 règles que vous devriez toujours respecter de façon générale dans la plupart des UTM ou firewall ou même routeurs du marché, mis à part la première, mais surtout que vous allez devoir appliquer dans des WatchGuard qu'on va vous recommander d'appliquer au WatchGuard.
La première de ces règles, c'est chez WatchGuard, donc spécifiquement, d'utiliser l'ordonnancement automatique le plus souvent possible. L'ordonnancement automatique fonctionne. Il faut comprendre que dans la très très grande majorité des cas, si une stratégie ne se place pas au bon endroit dans la liste des règles et donc elle n'a pas le bon champ d'application, c'est très rarement l'UTM qui se trompe. En général, c'est votre définition de la stratégie qui n'est pas bonne au regard de ce qui existe déjà. Donc ça impliquera de votre part que vous corrigiez la stratégie pour qu'elle puisse venir se mettre à la bonne place. Pourquoi est-ce qu'on vous recommande ça? C'est que en respectant, en utilisant l'ordonnancement automatique, vous allez éviter de commettre des erreurs, ce qui pourrait poser des problèmes de sécurité ou de fonctionnement dans un certain nombre de cas. La deuxième règle, elle est très simple, on va vous recommander de loguer. Loguer, loguer, loguer. Plus vous loguez d'éléments et plus les rapports et les informations que vous allez pouvoir exploiter vont être riches et complets, ce qui vous permettra de prendre de bonnes décisions. Il est impossible de faire de la sécurité sans avoir les logs de fonctionnement de votre UTM. C'est irréalisable, vous allez nécessairement oublier des choses si vous ne loguez pas tout. Les logs se feront de plusieurs façons, au travers de la journalisation des règles, donc en mettant en place ce petit journal, ce qu'on pourra faire en venant ici dans Propriétés, Logging et cocher ces cases. Et ce qui se fera également dans les proxys au travers d'éléments complémentaires dans les actions de proxy, donc ici le Enable Logging for Reports en plus, et en ajoutant des services de sécurité qui, à défaut de bloquer, vont vous permettre d'apprendre des choses sur les actions de vos utilisateurs, donc notamment le contrôle d'application et la géolocalisation que vous devriez toujours mettre au moins en mode permissif de façon à avoir ces informations. La règle numéro 3, elle est encore plus simple. Pas de ANY. ANY, A-N-Y. Vous devez éviter au maximum les ensembles, aussi restreints soient-ils, dans des stratégies de pare-feu. Plus vous allez utiliser des ensembles de grande taille, donc ici, ANY Trusted, ANY Optional ou ANY External, donc qui sont des regroupements d'interfaces, donc des regroupements de réseaux, plus vous allez utiliser des objets de forte portée et plus vous allez avoir une surface d'exposition qui va être importante et plus vous aurez de risques d'avoir une vulnérabilité qui sera exploitée. Donc, pas de ANY. ANY Trusted, ANY Optional, ce sont donc des groupes d'interfaces. On va aller voir tout de suite les types d'interfaces dans un WatchGuard. On a donc l'interface par défaut, l'interface 0 qui est un port WAN et l'interface 1 qui est un port LAN. Cette configuration peut être intégralement changée, ça ne pose aucun problème. Et donc nos différents types de ports. Les ports external sont des ports WAN qui font partie du groupe ANY External. Les ports de type Trusted sont des ports LAN qui font partie du groupe ANY Trusted. Les ports Optional sont également des interfaces LAN, exactement comme les Trusted, mais font partie d'un groupe qui s'appelle ANY Optional. Les interfaces de type custom sont des interfaces LAN également, comme les deux précédentes, mais ne font partie d'aucun groupe. Et enfin, les VLAN dont vous pourrez avoir besoin, les ports de type VLAN n'ont aucune configuration, mais viennent, eux, supporter des VLAN qui sont de type Trusted, Optional, Custom ou External. D'accord? Donc, on n'utilisera pas de ANY puisque utiliser des ensembles aussi vastes va poser des problèmes de sécurité. Typiquement, cette stratégie FTP ici est bien trop permissive. En entreprise, vous n'aurez jamais vraisemblablement ce type de besoin. En général, on a un réseau et pas l'ensemble des réseaux qui ont besoin d'accéder à du FTP. Et la plupart du temps, c'est même pas un réseau en entier, c'est quelques utilisateurs, quelques IP de machine source ou quelques comptes utilisateurs. Et en destination, on n'a pratiquement jamais besoin de pouvoir accéder sans limite à des serveurs FTP. En tout cas, on ne devrait pas puisque c'est extrêmement dangereux. Donc ici, on pourra limiter l'exposition en mettant certaines adresses de serveurs FTP dont on a besoin. D'accord, au travers de FQDN, des adresses IP, etc. Quitte à lister 10, 15 ou 20 serveurs FTP, moins ça évitera un piratage, un exploit de ces ports trop largement ouverts. Donc, pensez à respecter au maximum ces trois règles. Règle numéro 1, ordonnancement automatique. Règle numéro 2, loguer. Règle numéro 3, pas de ANY, ou en tout cas le moins possible. Pour finir sur cette règle numéro 3, vous aurez des cas dans lesquels
il ne sera pas possible de retirer des NI. Si je prends ici ma stratégie numéro 2 qui consiste à ouvrir le port 80 pour du flux web, bah, ici clairement NI Trusted et NI Optional, je vais pouvoir les retirer puisqu'il est hors de question que l'ensemble de mes réseaux aient les mêmes droits. C'est un non-sens en termes de sécurité. Mais ici, ce NI External, je n'ai guère d'autre choix que de le laisser. Mon NI External ici, si je l'enlève, ça voudrait dire qu'il faudrait ici que je liste des dizaines, des centaines, des milliers de noms de domaine et d'adresses IP, ce qui serait un temps perdu considérable, alors que dans mon proxy HTTP, je vais avoir la possibilité de mettre en place du filtrage web, ce qui me permettra par un autre moyen en fait de limiter ici la portée de ce NI external. Donc pensez toujours à respecter ces trois règles et dans la mesure du possible, essayer de les porter d'une certaine façon sur d'autres produits de sécurité. Puisque notre règle numéro 2 consiste à loguer, nous allons démarrer notre serveur dimension. Pour ce faire, je vais ici venir dans Fichier, Open, je vais sélectionner l'OVA de mon serveur dimension, valider ici les termes et agréments. Suivant, je vais renommer mon serveur pour que le nom soit indépendant de la version, par exemple, et faire import. Donc l'élément va être importé. Pendant ce temps-là, je vais retourner rapidement voir mon UTM dans lequel j'avais fait des modifications. Je ne vous ai pas montré comment sauvegarder. C'est assez simple. Je vais faire un fichier, sauvegarder, sur le Firebox. Firebox, c'est donc l'UTM WatchGuard. Ici, on va me demander le mot de passe du compte administrateur. On va me proposer de faire une sauvegarde locale de ma configuration, ce que je vais faire. Et on va venir écrire cette configuration sur le boîtier. Pendant ce temps-là, ma VM dimension a été installée. Je vais éditer les paramètres réseau de façon à mettre ce serveur dimension dans mon VMnet 2 pour qu'il soit sur le réseau local. Alors dimension pourrait être installé en local, il pourrait être installé à distance, il pourrait être en hébergé, il pourrait être en cloud, il pourrait être à peu près n'importe où, à partir du moment où on a une voie de communication qui permette de joindre cette machine. Et je vais la démarrer. C'est donc un Linux prépackagé qui va démarrer et qui, comme elle est connectée sur une interface réseau, va donc obtenir par DHCP une adresse. Donc je vais ici filtrer sur DHC pour avoir des informations sur le protocole DHC. Et ici, je vois que ma machine s'est présentée et a récupéré l'adresse 10.0.1.3. Donc je vais pouvoir prendre mon navigateur web et faire un https 10.0.1.3 et tomber sur le wizard d'installation de mon serveur dimension. Le login par défaut, c'est admin. Le mot de passe par défaut, comme d'habitude, read-write. L'assistant d'installation nous permettra de le changer. Je vais faire suivant, renseigner un nom pour ma machine, lui mettre une adresse IP statique, allez en 100/24, une passerelle au cas où on ait besoin d'y accéder à distance, un serveur DNS si on a besoin de faire de la résolution de noms, ce qui pourrait être une bonne idée. Sans les fautes, c'est bien mieux. Le nom de domaine n'a pas d'importance pour l'instant. Je fais suivant, ça va écrire les paramètres et me relancer le wizard d'installation. Voilà, on me prévient que mon boîtier est passé en 10.0.1.100. Je retourne donc sur cette nouvelle IP. Je me reconnecte dessus, je reprends le wizard. Ma base de données pour stocker les logs peut être intégrée ou externe. Alors pour information, quand Dimension s'installe, vous allez avoir besoin d'une quarantaine de gigas pour la base de données par défaut. Il n'y a pas de limite de licence en termes de volumétrie. Si vous avez besoin d'étendre, vous étendrez la taille du disque, ce qui vous permettra de stocker plus de logs. En moyenne, vous pouvez imaginer partir sur 3 gigas par utilisateur et par an.
D'accord? C'est une moyenne. Ça peut être un peu plus, un peu moins en fonction des cas, mais globalement, ça vous permet de dimensionner à peu près votre serveur. On va le laisser dans ce mode-là, même s'il n'a pas d'IP public. On verra éventuellement à ajuster la configuration réseau plus tard si on en a besoin. Je vais définir le mot de passe de mon compte admin. Je prendrai soin d'avoir un mot de passe qui est au moins 8 caractères et de mettre un mot de passe fort. On ne plaisante pas avec les logs. Ici, ma clé d'authentification qui servira à sécuriser les échanges entre mon appliance WatchGuard et mon serveur Dimension. Donc, encore une fois, mot de passe fort, s'il vous plaît. Le mode d'anonymisation, c'est un mode dans lequel on va pouvoir masquer les IP, les noms d'utilisateurs, etc. pour une consultation quotidienne. Ça peut servir dans des contextes RGPD, mais quoi qu'il arrive, ça, on pourra l'activer a posteriori, donc ne vous inquiétez pas trop de ça. Suivant, et pendant ce temps-là, mon boîtier, enfin ma VM va être installée et le wizard d'installation va préparer tout ce qui est nécessaire. Pendant ce temps-là, je vais prendre la config de mon boîtier, et puisque c'est le boîtier qui envoie ses logs à Dimension, je vais venir sur le boîtier pour configurer cette liaison. Je viens dans Logging, j'active ici cette case, je pourrais utiliser deux serveurs de log, d'accord, différents, pas en failover l'un de l'autre, mais deux serveurs différents. Donc je pourrais envoyer des logs dans deux serveurs Dimension. Encore une fois, dans un contexte RGPD, ça peut être extrêmement pratique. Je mets l'adresse IP de mon serveur Dimension. Donc si Dimension est à l'extérieur, ce sera une IP publique. La clé de chiffrement. Je valide. Je vais aller voir où en est mon setup. Le setup est terminé. Voilà. Je vais me reloguer sur Dimension, qui est actuellement vide. Aucun boîtier n'y envoie ses logs. Et ici, lorsque je vais sauvegarder ça et pousser cette configuration dans le boîtier, il va modifier son comportement et très rapidement envoyer ses premiers logs dans le serveur Dimension. Voilà. Refresh. Et voilà, mon boîtier est présent. Il journalise actuellement. Il utilise cette adresse IP pour communiquer avec Dimension, normal, puisque c'est de l'interne. Numéro de série, version, modèle. D'accord? Donc, à partir de là, je vais avoir la possibilité d'utiliser Dimension pour voir le fonctionnement de mon infrastructure. Alors comme l'ensemble de l'infra est toute neuve, il va falloir un peu de temps pour récupérer des logs. Je vais vous montrer très rapidement ce qu'est Dimension au travers de cette version de démo qui est accessible en ligne, demo.watchguard.com, login démo, mot de passe visibility. Et j'ai donc ici un serveur Dimension qui reçoit les logs de plusieurs boîtiers. Je vais venir dans Web Démo et je vais donc avoir des rapports qui vont être basés sur une période de temps qui se définit en haut à gauche, à l'échelle de la minute, et sur une période de temps aussi étendue que vous avez des logs. D'accord? Ça, de ce côté-là, on n'a pas trop de contraintes. Dans le tableau de bord exécutif, on a le top 10 des usages par client, par domaine, par catégorie d'URL, par destination, application, catégorie d'application, protocole. Tout ça, c'est un top 10. Donc, si je clique sur tout afficher, je vais avoir l'ensemble des données. Ces tableaux de bord sont dynamiques, donc si je veux savoir qui a utilisé Chrome, je vais pouvoir filtrer la vue ici, et donc j'aurai des informations sur les usages. Et si je veux savoir qui est allé sur le domaine xbox.com, voilà, encore une fois, je vais pouvoir rebondir et changer de point de vue dans la lecture de mes rapports. J'ai un tableau de bord de sécurité qui va me donner des informations sur ce qui a été bloqué. Encore une fois, c'est dynamique. Si je veux voir qui est allé à utiliser des applications de la famille jeux, voilà, j'aurai ces informations. Le tableau de bord service d'abonnement va me donner des informations sur l'activité des services de sécurité et quand les analyses ont eu lieu, quand les blocages ont eu lieu, etc. J'ai une carte des menaces qui est donc basée sur le service de géolocalisation
ce qui va me donner des informations sur les pays engagés dans différents types de communication. Encore une fois, c'est dynamique. Donc, je peux récupérer des informations. Le Firewatch, c'est une vue synthétique du tableau de bord exécutif qui pourrait être intéressante pour présenter des statistiques d'usage à vos supérieurs qui éventuellement ne seront pas des personnels techniques. La Policy Map qui va vous donner des informations sur la réalité des flux au travers de votre boîtier. Donc on a l'interface source à gauche, quelle qu'elle soit, l'interface de destination à droite, quelle qu'elle soit, la stratégie utilisée, le résultat de cette stratégie, et donc par courbe, on aura les différents usages. Donc comme d'habitude, la vue est dynamique. Donc si je veux voir, je sais pas moi, ce qu'ont fait les utilisateurs dans ce réseau, je peux filtrer ma vue. Ici, je suis en connexion, je peux passer en octet pour avoir des notions de volumétrie. Et sur tout ça, j'ai la possibilité de rajouter des informations, notamment par exemple les applications utilisées. D'accord? Donc ça me permettra d'avoir une vue vraiment efficace de ce qui est utilisé. Globalement, le tableau de bord exécutif va vous dire qui fait quoi et la policy map va vous indiquer le comment. D'accord? On aura la possibilité, puisque tout ça est basé sur des logs, de faire des recherches dans les logs par filtre, donc soit sur le trafic, soit sur les statistiques, soit sur l'intégralité, et on pourra chercher n'importe quelle forme d'expression, que ce soit des morceaux de login utilisateur, des morceaux de nom de domaine, etc., etc., et faire des recherches dans les logs de façon à pouvoir trouver les éléments a posteriori. Il y a d'autres rapports qui sont présents dans Dimension. Je vous laisserai le soin de naviguer dans les différents menus pour trouver les éléments qui peuvent vous intéresser. Toujours est-il que Dimension est vraiment un autre outil qui doit vous permettre de mieux comprendre et de mieux appréhender la sécurité et la mise en œuvre de cette sécurité sur votre infrastructure. Voilà, ce sont les grands éléments qui vont vous permettre d'appréhender les technologies WatchGuard. Vous avez maintenant un petit peu de travail pour vous atteler au TP, mais maintenant vous avez l'essentiel des éléments et vous savez théoriquement où trouver l'information. Je vous souhaite une bonne découverte de l'écosystème WatchGuard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers vos enseignants ou vers l'équipe WatchGuard. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.